Nous avons le plaisir de vous accueillir à l'inauguration de l'Institut africain de chirurgie minimale invasive que nous allons procéder dans quelques minutes à l'inauguration. Et avant cette inauguration, je voulais vous présenter d'abord l'hôpital de Panzi. En fait, l'hôpital de Panzi a été créé en 1999, alors que la République démocratique du Congo, à ce moment-là, était occupée par 9 armées étrangères. Et donc, l'objectif premier de la construction de cet hôpital, c'était pour lutter contre la mortalité maternelle et infantile, qui sont très élevées, comme vous les connaissez, en République démocratique du Congo. Et je voulais d'emblée vous dire que, donc, dans le coin, vous voyez au niveau du parking, c'est là où l'hôpital avait commencé, et nous avions construit au fur et à mesure les bâtiments que vous voyez là. En fait, cet hôpital qui était donc conçu pour prendre en charge les femmes enceintes, assez rapidement, nous allons réaliser qu'il y a une nouvelle pathologie en République démocratique du Congo et qui n'était pas décrite avant, c'est le viol avec extrême violence. Donc nous avons commencé à recevoir des femmes qui avaient subi des atrocités, et parmi ces femmes, en fait, il y avait des femmes qui avaient, non seulement après avoir été violées, il y avait des objets tranchants, contondants, qui étaient introduits au niveau de leur appareil génital, créant ainsi des lésions internes qui pouvaient intéresser tous les organes là. Donc vous voyez la vessie, l'utérus et même l'appareil digestif en postérieur. Et cette nouvelle pathologie pouvait entraîner en fait des fistules qui pouvaient intéresser la communication entre la vessie et l'utérus, qu'on appelle des fistules vésico-utérines, ou des fistules entre les urétères et le vagin, donc les urines vont couler par le vagin, ou des fistules vésico-vaginales, une communication tout simplement entre la vessie et le vagin. Les fistules recto-vaginales faisant communiquer le vagin avec le rectum, où elles peuvent être hautes ou basses, et des fistules génito-digestives basses qui vont plus loin au niveau de ce que nous appelons en jargon médical le cul-de-sac de Douglas. Et en fait, lorsque vous faites la chirurgie par voie vaginale, nous, les gynécologues, c'était facile de pouvoir donc traiter les lésions et qui étaient accessibles par voie vaginale. Mais toutes les lésions qui étaient hautes et que par voie abdominale, lorsqu'on ouvre par le ventre, on avait des difficultés à pouvoir atteindre cette zone, qui est une zone qui est comprise entre la lame vaginale, difficile à pouvoir atteindre par voie haute. Et lors de mon voyage en Belgique, où j'avais eu le prix Roi Baudouin, j'ai eu l'honneur de rencontrer un des grands hommes de notre siècle, le professeur Kadier. Et nous avions commencé à discuter, partager nos expériences. Et à ce moment-là, je lui ai dit ce que je faisais, et il m'a dit, en fait, la chirurgie qu'il faisait par voie laparoscopique. Et du coup, en fait, nos deux conceptions permettaient d'imaginer quelque chose de tout à fait original, la chirurgie à 4 mains. Donc, lui pouvait venir avec ses appareils d'endoscopie sans ouvrir la cavité abdominale, mais en passant par l'ombilic, et venir donc traiter ce que moi je ne pouvais pas arriver à traiter par voie basse. Et donc lui, il agissait en haut, et moi je pouvais donc opérer par la voie basse, et on s'est croisés, et en fait on a vu tout à fait les résultats de nos malades qui ont rapidement changé par cette technique. Et je crois qu'aujourd'hui, nous allons inaugurer en fait l'Institut africain de chirurgie minimale invasive, que je laisse au professeur Kadier de nous montrer en quoi ça consiste cette chirurgie. Merci. Alors, effectivement, parce que c'était vraiment la personne providentielle
et j'étais trop impressionné par l'efficacité de ce qu'il faisait déjà, puisqu'il a, au fond, malheureusement, la plus grande expérience de la chirurgie de la fistule, vu le nombre de cas qu'il y a. Et justement, vous voyez ici, on a une lésion qui est due à un bâton qui a été introduit dans le vagin et qui a perforé le rectum. Et là, on est dans des situations profondes. Et donc, c'est bien de venir à la fois par le haut et par le bas pour traiter et reconstruire le rectum et le vagin. Et ici, c'est une fistule rectovaginale, une communication anormale. Et donc, nous avons commencé, on a inventé ça parce que ça n'existait pas nulle part, à opérer à 4 mains. Donc, le professeur Mukwege est entre les jambes du malade et je suis au niveau, vous voyez, de l'ombilic. Donc, c'est vraiment un abord par ici et un abord par le bas. Et nous allons nous rencontrer pour pouvoir réparer la vessie, réparer le rectum et réparer le vagin. Alors, vous voyez, en fait, dans la laparoscopie, on introduit une caméra et cette caméra nous permet d'observer ce qu'on fait à l'intérieur avec nos instruments extrêmement fins. Ce sont des incisions de 5 mm. Et donc, on peut voir sur un écran de télévision, mais d'autres personnes aussi peuvent voir exactement ce qu'on voit à l'intérieur de l'abdomen. Et donc, depuis 10 ans, eh bien, nous venons faire des missions ici à l'hôpital de Panzi, où en fait, malgré que les conditions sont parfois au niveau des blocs opératoires un peu vétustes, eh bien, on arrive à faire donc cette chirurgie. Et on a progressivement équipé 5 salles d'opération. Et là-dedans, il y a 4 salles pour la laparoscopie et une pour l'endoscopie. L'endoscopie, si vous voulez, c'est rentrer des tuyaux par l'anus ou par la bouche et pour explorer l'intérieur du tube digestif. On était face à une situation tout à fait particulière. C'est que cette technique apparemment de très haute technologie, est-ce que c'était possible de l'appliquer dans une région pauvre et insécurisée? C'était difficile à savoir et comment l'adapter. Et puis l'autre chose, là, si vous voulez, le double challenge, c'est que les pathologies à soigner ici n'avaient jamais été soignées par la laparoscopie parce qu'on ne retrouve pas ces pathologies qu'on rencontre ici, on ne les rencontre pas en Europe. Donc jamais on avait traité les pathologies d'ici, et particulièrement une pathologie propre à l'est du Congo, enfin qui se trouve probablement dans d'autres régions du monde, mais qui est ces lésions de l'appareil génital faites par ces viols avec extrême violence. C'est une pathologie traumatique que nous ne connaissions absolument pas. Et dès lors, on a été obligé, comme je vous l'ai dit, d'inventer des nouvelles techniques. Donc déjà, on avait un abord particulier, 4 mains, on opérait à 4 mains et pas à 2 mains. Et puis ensuite, il a fallu mettre au point des techniques chirurgicales de pointe, notamment pour trouver la technique optimale pour soigner la personne dont je viens de vous parler. Et à partir du moment où un homme ou des scientifiques font des choses nouvelles dans lesquelles ils n'ont pas de référence, ils ne peuvent pas dire je fais ça parce que je l'ai lu dans un bouquin, c'est comme ça dans la littérature, c'est comme ça dans les sociétés savantes, on nous dit. N'oubliez pas que nous faisons de la chirurgie, hein, on ne donne pas un bonbon. Donc ici, il s'agit de faire exactement ce qu'il faut faire en ayant notre expérience personnelle, en ayant notre connaissance de la littérature. Et la littérature, ça n'est pas des journaux, ça n'est pas les réseaux sociaux où n'importe qui peut dire n'importe quoi. La littérature, ce sont des journaux scientifiques avec des comités de lecture et on vérifie, on recoupe, on fait des comparaisons en double aveugle. Donc c'est toute une méthodologie. Et donc il existe dans le monde une littérature extrêmement stricte qui s'appelle la littérature scientifique. Et ce sont des journaux avec d'autres savants qui regardent si ce qui a été fait avec une bonne méthodologie, etc., etc. Eh bien, nous, puisque nous avions évalué
ce qu'on faisait, parce que la première chose c'était, est-ce qu'on fait, c'est tout à fait nouveau, est-ce que ce qu'on fait c'est bien, est-ce qu'on a vraiment des bons résultats, est-ce qu'on n'a pas des complications? Donc on a dû étudier ça, et donc on a publié ça. Et donc voilà ici une publication dans le journal Surgical Endoscopy. Et voici une autre publication qui concerne la classification des lésions génito-urinaires et digestives basses après le viol de 250 fillettes de moins de 5 ans. Ça veut dire que nous avons donc pris en charge 250 fillettes de 5 ans et moins, victimes de viols collectifs. 5 ans, c'est comme ça, hein? Pas des soldats. Et donc nous avons étudié ce que notre traitement pour réparer ces gosses, voir si ces traitements étaient bons. Nous avons publié ces résultats et finalement il y a eu de plus en plus de publications. Et dans le monde scientifique, quand on a fait un certain nombre de publications, on compile toutes ces publications et on a le droit de présenter une thèse qui est un peu la consécration pour un homme scientifique dans le monde académique. Plus vous avez fait de publications, plus elles sont citées, plus vous êtes considéré comme quelqu'un de crédible, c'est-à-dire quelqu'un qui raconte la vérité, qui raconte les faits. Et donc, vous savez que le professeur Mukwege a eu des titres académiques, c'est probablement la personne la plus titrée au monde sur le plan académique, mais il était nécessaire aussi qu'il y ait une thèse. Cette thèse a été faite avec donc, la compilation de tous les articles qui ont été faits, et cette thèse s'est faite à l'Université libre de Bruxelles, et dorénavant, le professeur Mukwege est professeur ordinaire, ce qui est le titre le plus haut dans une université, est professeur ordinaire, en tout cas dans notre université. Il est bien sûr professeur invité dans énormément d'universités prestigieuses, mais il donne cours systématiquement à l'Université libre de Bruxelles. En fait, c'était la même chirurgie. Et là, c'était les enseignants venaient de l'ILB, donc l'équipe du professeur Cadière, qui venait tous les 3 mois, et une équipe d'à peu près 10 personnes qui venaient et qui opéraient les cas compliqués, les cas qu'on ne pouvait pas opérer avec notre expérience ici, mais au même moment, il y avait un transfert de connaissances de la part de cette équipe du professeur Cadière à l'équipe des Panzi. Et cet échange d'expérience est arrivé à un point où il fallait maintenant que les spécialistes de la République démocratique du Congo à Panzi puissent également aller à l'ILB pour en fait aussi échanger avec leurs collègues de l'ILB. D'ailleurs, je peux vous dire qu'il y a eu parfois des chirurgies qu'on pouvait faire ici, mais qui étaient suivies également dans le service du professeur Cadière. Donc, il y a eu des échanges entre ces deux universités, Saint-Pierre et l'hôpital de Panzi. Nous avons effectivement, je t'interromps, à l'hôpital Saint-Pierre, suite à l'expérience que nous avons eue ici, nous avons changé des techniques, nous avons changé aussi des trajets de soins, on a changé l'architecture des blocs opératoires et on a changé le trajet de soins des patients qui allaient être opérés. Et ça, c'était le fruit de l'expérience que nous avions eue ici. Et donc ici, je voulais dire que c'était un échange fructueux de deux côtés, puisqu'il y a deux choses. Je sais aussi qu'après, vous aviez fait des pull-through chez des patientes qui avaient, par exemple, des endométrioses qui étaient très compliquées. Donc, il y a eu des échanges dans les deux sens, et ces échanges ont permis d'avoir d'un côté les enseignants qui partaient en Belgique et en revenant. Aujourd'hui, ils maîtrisent parfaitement bien la technique, et je dois dire que ce transfert ne s'est pas limité tout simplement entre le Congo et la Belgique, mais aujourd'hui nous avons des techniciens, des chirurgiens des Panzi qui diplôment interuniversitaires des chirurgies vaginales qui permet à ce que les expériences que nous avons ici, nous puissions également les partager dans le pays. Et là, je suis très fier, hier soir, alors que j'étais à table avec notre ministre de la Santé, et qui m'a dit, le médecin directeur de l'hôpital de mon village
vient de m'envoyer en fait sa documentation sur sa première hystérectomie par voie vaginale. Il est à Panzi. Et donc vous comprenez très bien, il vient du sud du Bangui, mais très fier d'avoir fait sa première chirurgie vaginale ici à Panzi. Et désormais, les femmes du sud du Bangui devront désormais recourir à cette femme. Mais notre échange d'expérience, j'ai déjà dit, Saint-Pierre, hôpital de Panzi, l'université évangélique en Afrique centrale et l'ULB, mais également nous avons des échanges avec, par exemple, l'université de Lubumbashi, où les équipes de Panzi et de Saint-Pierre vont à Lubumbashi pour faire des enseignements. Et ces enseignements se font en 3 phases. Donc la première phase, c'est qu'on apprend aux médecins à travailler sur ce qu'on appelle les pelvis traîneurs que vous voyez là. C'est une boîte où vous opérez, donc vous vous entraînez à opérer en regardant sur l'écran. Donc vous n'êtes pas fixé sur ce que vous êtes en train de faire, mais ce sont en fait vos mains qui opèrent, mais votre regard est fixé sur l'écran. Et ce n'est pas toujours facile de faire cette coordination entre ce que vous voyez et ce que vous êtes en train de toucher sans regarder. Et donc, on utilise le pelvic trainer, et là, vous voyez, ce sont des médecins de Panzi qui sont en train de faire leur entraînement. Et ça permet en fait de ne pas toucher à un malade avant de maîtriser la technique. La deuxième phase de notre formation, c'est maintenant donc au bloc opératoire, où l'apprenant est avec un professeur qui l'apprend à faire maintenant ce qu'il a appris sur le pelvic trainer, mais le faire en vrai. Et ici, vous pouvez voir, quand nous opérons au bloc opératoire là en bas, il y a des étudiants. Comme tout le monde ne peut pas être au bloc opératoire, il y a des étudiants qui sont réunis ici. Et vous pouvez voir ici, vous voyez cette boîte-là, c'est celle-là ici, avec les étudiants qui sont là à votre place. Mais sur cet écran, ils peuvent suivre exactement la même chose que les chirurgiens. Et l'avantage en fait de cette technique, c'est que vous n'avez pas forcément besoin d'être au bloc opératoire pour faire la même chose qu'un chirurgien. C'est pour cette raison que je peux opérer avec le professeur Cadière, alors que lui, il est en Belgique et moi je suis ici, mais on discute et on le fait exactement ici. Les gens sont dans la salle ici. Avec le nouveau bloc, ça va être exactement pareil. Tout sera transmis dans un bloc où les étudiants suivent, peuvent poser des questions, puisqu'il y a la communication, peuvent poser des questions et avoir des réponses sans qu'ils soient forcément donc, au bloc opératoire. Et enfin... L'étape suivante. Ça, c'est l'étape suivante. Alors, où ils sont dans le bloc? Vous disiez, bon, ben, donc là, c'est maintenant au bloc où les enseignements se font sur le patient. Et là, effectivement, c'est lui qui opère. Il peut avoir l'accompagnement de quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience, mais il n'est jamais seul puisqu'il peut discuter, etc. Voilà. Très bien. Là, je faisais un cours magistral à l'université de Lubumbashi. Le professeur Cadière, avec l'équipe de Panzi, entraînait nos jeunes confrères de l'université de Lubumbashi sur un pelvic trainer. Et au bloc opératoire, l'équipe de Panzi est là avec le docteur Benjamin. Ils étaient en train d'opérer. Et donc, vous voyez que dans les autres universités, nous transférons la même chose que ce que nous faisons ici à Panzi. Voilà, et donc cette chirurgie-là, la science, on la garde jamais pour soi. La science, c'est toujours pour transmettre. On s'est aperçu assez rapidement que le milieu dans lequel on opérait, d'abord c'était le bloc qui était devenu vétuste, mais également il n'y avait pas suffisamment d'espace. Comme vous pouvez voir là, c'était entassé, mais il y avait une telle curiosité que nous nous sommes posé la question comment nous pouvons transférer la connaissance dans de bonnes conditions et permettre aux apprenants de travailler dans des conditions optimales.
Et à ce moment-là, j'avais fait recours encore à mon cher ami, professeur Guy Bernard, pour qu'il puisse imaginer un bloc opératoire qui nous permettrait non seulement de prendre en charge les patients et les patientes de la province ici, en charge, mais également faire la formation, non seulement pour des Congolais, puisque nous y sommes déjà, mais également faire la formation pour les Africains qui voudraient bien venir apprendre et faire la même technique que nous faisons. Je vous apprends que nous sommes actuellement en République centrafricaine, nous sommes en Guinée-Conakry où au mois d'octobre, j'y vais pour l'inauguration de notre centre pour les femmes, mais également nous sommes en dehors de l'Afrique. Nous sommes en collaboration avec l'Irak où nos médecins ici font la formation pour des collègues irakiens pour la prise en charge selon le modèle de Panzi, mais également nous allons commencer dans le mois qui suit la formation en Ukraine pour nos collègues ukrainiens. Et donc devant ces besoins énormes, vous comprenez très bien qu'on avait commencé il y a 10 ans avec quelques cas, mais aujourd'hui la demande est forte. Donc pas seulement en République démocratique du Congo, mais dans des zones de conflit, on fait de plus en plus recours à l'expertise des Panzi pour les soutenir dans la prise en charge des victimes de violences sexuelles. Et c'est dans ce cadre que j'avais demandé à mon confrère, mon ami Guibert, de pouvoir imaginer un bloc opératoire, et il a fait, et aujourd'hui, peut-être qu'il peut nous présenter ce bloc opératoire. Donc j'ai évidemment accepté de l'avez compris. Alors ça me sortait de ma zone de confort. Donc rapidement, voilà, la construction commence. Grâce à Énergie Assistance, on a pu faire en sorte que le bâtiment soit autosuffisant au niveau des panneaux photovoltaïques. Grâce aux photovoltaïques, on a amené donc les containers. Enfin, c'était toute une aventure. On a eu l'expertise de tous les ouvriers congolais qui nous ont fait ça en un temps record. Vous voyez donc la mise en place ici du toit avec les panneaux solaires. Et puis finalement, pour arriver à ce que vous allez voir, c'est donc, voici nos nouveaux blocs opératoires. C'est à peu près ce qu'il y a de mieux actuellement dans le monde. Et donc maintenant, le cycle, il y a un cycle qui vient de se terminer. C'est que nous avons donc formé des gens, des chirurgiens. Ces chirurgiens, comme le professeur Mukwege l'a dit, une dizaine de chirurgiens ont été formés. On leur met maintenant les outils de travail les plus performants et on leur demande maintenant de développer eux-mêmes. Et donc pour nous, c'est une action à la demande du docteur Mukwege il y a 10 ans, qui nous a demandé de former des gens. Eh bien, on a formé des gens, on s'est formé. C'est vraiment des citoyens qui s'unissent entre eux. C'est pas un pays qui est d'un autre pays, non, ici, c'est un groupe. Pendant 10 ans, nous avons pu apprendre à nous connaître, nous avons eu des moments extraordinaires ensemble, et le cycle se termine, un autre cycle va commencer, on n'a surtout pas envie de nous séparer, mais qui est que maintenant, eh bien, il y a des chefs de service dans chaque département qui sont responsables de développer cette chirurgie minimale invasive dans leur domaine urologie, gynécologie, et ils ont les mêmes outils de travail que chez nous. En fait, si vous publiez et que vous avez toujours des résultats de 100%, comme il a dit, les publications scientifiques sont toujours soumises aux pairs, donc des gens qui ont l'expérience dans le domaine, qui vont vérifier vos résultats, qui peuvent auditer votre base de données. Et donc, pour la publication sur, par exemple, les fistules recto-vaginales, nous avions les meilleurs résultats par rapport à la littérature. On avait 90% des succès par rapport à tout ce qui se fait ailleurs. Et aujourd'hui, je dois dire, sur plus de 7000
traitement des fistules effectué ici, nous avons un résultat qui est au-delà de 92%, ce qui est parmi les meilleurs résultats que vous pouvez avoir au monde. Dans la littérature. Ou dans la littérature. Le taux d'échec, c'est ça aussi la science, et c'est ce qui nous pousse à continuer à faire des recherches pour trouver des solutions. Professeur, merci. Merci beaucoup. Merci.